Richard Ramirez. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur l'histoire effrayante de Richard Ramirez, également connu sous le nom de harceleur de nuit. Richard Ramirez, le célèbre harceleur de nuit, n'est pas né dans un environnement aimant et stimulant. Au contraire, il a grandi à El Paso, au Texas, dans un foyer brisé et violent. Le père de Ramirez était connu pour ses violences physiques, ce qui a créé une atmosphère hostile et explosive pour le jeune Richard. Cette exposition précoce à la violence et à l'agression aura un impact profond sur ses actions futures. En 1982, à l'âge de 22 ans, Richard Ramirez a pris la décision de changer de vie en laissant derrière lui son passé trouble et en entamant un nouveau chapitre en Californie. Personne ne se doutait à l'époque que cette décision ouvrirait la voie à une vague de terreur qui allait s'abattre sur le sud de la Californie quelques années plus tard. Les crimes de Ramirez pourraient avoir commencé plus tôt que les autorités ne le pensaient initialement. Mais ce n'est que le 28 juin 1984 que le règne de terreur du traqueur nocturne est porté à la connaissance du public. Ce jour-là, Jack Vincow se rend à l'appartement de sa mère dans le quartier de Glassell Park, à Los Angeles. Ce qu'il découvre à l'intérieur va provoquer une onde de choc dans la communauté et déclencher une recherche effrénée de l'auteur du crime. En entrant dans l'appartement, Vincow a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Une moustiquaire manquait, la porte d'entrée n'était pas verrouillée et les affaires de sa mère étaient éparpillées dans la maison. Mais la véritable horreur l'attend dans la chambre à coucher. Il y découvre le corps sans vie de sa mère, Jenny Vincow, âgée de 79 ans. Sa gorge avait été sauvagement tranchée et elle avait été poignardée à plusieurs reprises. La brutalité du crime est une indication effrayante de la noirceur qui s'est abattue sur la ville. Pendant près de 8 mois après le meurtre de Jenny Vincow, le traqueur de nuit est resté insaisissable, laissant les habitants de Los Angeles sur les dents. Mais ils étaient loin de se douter que la ville était sur le point d'entrer dans une ambiance de fête en accueillant les Jeux Olympiques d'été de 1984. L'atmosphère était à l'excitation et à l'anticipation, l'attention du monde entier étant concentrée sur le grand événement sportif de la ville. Cependant, un prédateur se cachait dans l'ombre, prêt à frapper à nouveau. Alors que la ville est plongée dans l'esprit de célébration des Jeux Olympiques, le Night Stalker fait de nouvelles victimes. Les Lakers de Los Angeles, en pleine période légendaire de Showtime, captivaient les fans de basketball par leurs performances électrisantes. Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson ont mené l'équipe jusqu'au final de la NBA, avant de s'incliner face aux Celtics au terme d'une série de 7 matchs passionnants. Mais pendant que les Lakers se battaient sur le terrain, une bataille bien plus sinistre se déroulait dans les rues de Los Angeles. Le règne de terreur du Night Stalker n'aurait pas pu être plus mal choisi par la ville. 8 ans plus tôt, Los Angeles avait déjà connu les horreurs d'un autre tueur en série, l'étrangleur de Hillside. Les cousins responsables de ces crimes odieux avaient laissé la ville meurtrie. Et maintenant, il semble qu'un autre monstre soit apparu pour hanter ces rues. La découverte des crimes de Richard Ramirez a provoqué une onde de choc dans la ville, plongeant ses habitants dans la peur et la paranoïa. La couverture médiatique s'intensifie, les gros titres relatant les actes horribles du traqueur nocturne. Des milliers d'informations ont été communiquées au service d'assistance téléphonique du shérif, le public essayant désespérément d'aider à capturer l'insaisissable tueur. Ils sont loin de se douter que le règne de terreur du Night Stalker est loin d'être terminé. Au cours de l'été 1985, le règne de terreur du Night Stalker s'est intensifié, laissant dans son sillage une traînée de peur et de dévastation. Un sentiment de malaise s'empare de la ville de Los Angeles et de ses environs, alors que de plus en plus de personnes sont victimes des actes sadiques de ce tueur en série insaisissable. En l'espace de 10 jours, en mars 1985, le traqueur nocturne a commis 5 autres attaques, ne laissant qu'une seule victime en vie. Maria Hernandez de Rosemead a réussi à échapper à ses griffes, fournissant une description cruciale qui a déclenché l'alarme et inspiré une intuition à un inspecteur de la criminelle. L'inspecteur Gil Carillo, après avoir entendu la description de Hernandez, a remarqué des similitudes frappantes avec les descriptions fournies par les enfants qui avaient survécu aux enlèvements du harceleur de la nuit. Grand et de teint clair, avec des dents marron, une odeur âcre et une veste de type « Members Only », l'agresseur semblait correspondre à un schéma inquiétant. L'intuition de Carillo était que tous ces crimes étaient de l'œuvre d'un seul homme. Avec son collègue Frank Salerno, Carillo commence à reconstituer le puzzle. Il découvre une autre empreinte de chaussure sur un chantier de construction près de Montebello, correspondant à celle trouvée sur une scène de crime précédente. Les preuves s'accumulent et désignent un seul et unique responsable du règne de terreur du traqueur nocturne. Le 14 mai 1985, la tragédie frappe à nouveau lorsque le traqueur nocturne pénètre dans la maison de Bill et Lillian Doig à Monterey Park. Bill est tué et Lillian est cambriolée et agressée sexuellement. L'escalade de la violence et l'audace des attaques n'ont fait que renforcer l'urgence d'attraper ce tueur insaisissable.
Au cours de l'été, d'autres personnes ont signalé des cambriolages et des attaques similaires dans des villes voisines telles que Monrovia, Burbank et Arcadia. Le traqueur nocturne semblait frapper au hasard, instillant la peur dans le cœur des habitants qui se sentaient vulnérables et impuissants. Le 5 juillet 1985, Whitney Bennett, une jeune fille de 16 ans, a été attaquée avec un démonte-pneus dans la maison de ses parents à Sierra Madre. Malgré de graves blessures, elle réussit à survivre. Lors de l'examen de la scène de crime, les enquêteurs découvrent une nouvelle empreinte de chaussure, identique à celle relevée lors des agressions précédentes. Les preuves deviennent de plus en plus incriminantes. Carrillo et Salerno sont désormais convaincus que toutes ces attaques sont l'œuvre d'un seul homme. Le traqueur nocturne a laissé une signature effrayante, un modèle de violence qu'il devient impossible d'ignorer. Les enquêteurs publient un portrait robot du suspect, espérant que quelqu'un reconnaîtra le visage de ce tueur insaisissable. La percée qu'ils attendaient est enfin arrivée lorsqu'un témoin a signalé la présence d'une voiture suspecte dans son quartier de Mission Viejo. James Romero a fourni une description détaillée d'un break Toyota orange dont la plaque d'immatriculation contenait les chiffres 8 et 2. Cette information cruciale a conduit les enquêteurs vers un autre homme qui a révélé que son ami s'était récemment fait voler un break Toyota orange dans le quartier chinois. Les pièces du puzzle se mettent en place. Le véhicule volé, une Toyota Break Orange de 1976, a été retrouvé dans un parking du centre de Los Angeles. À l'intérieur de la voiture, le laboratoire de police scientifique du comté d'Orange a fait une découverte importante. Une empreinte digitale. Cette empreinte allait s'avérer être la clé qui ouvrirait la porte à l'identité du traqueur nocturne. Cependant, le système d'empreinte digitale de la Californie n'était pas encore automatisé à l'époque, et il fallait un suspect pour comparer les empreintes. La traque du Night Stalker se poursuit, et les enquêteurs suivent d'autres pistes, notamment celle d'une femme dont le père affirme s'être lié d'amitié avec le tueur. Les pièces du puzzle s'assemblent et le filet se referme sur Richard Ramirez. Le 30 août 1985, les événements dramatiques qui allaient conduire à la capture de Ramirez commencèrent à se dérouler. Un groupe d'habitants de Boyle Heights, à Los Angeles, a reconnu Ramirez grâce à la couverture médiatique et l'a confronté alors qu'il tentait de détourner Faustino Pinon. Face à une foule de badauds en colère, Ramirez s'est enfui, cherchant désespérément à échapper à la capture. À quelques rues de là, la chance de Ramirez allait tourner. Il a tenté de détourner la voiture d'Angelina de la Torre, mais elle a refusé de lui donner les clés. Son mari, Manuel de la Torre, est venu à son secours et a frappé Ramirez à la tête avec un poteau métallique. Le vacarme a attiré l'attention des voisins, qui ont rapidement encerclé Ramirez, le retenant jusqu'à l'arrivée de la police. La nouvelle de la capture de Ramirez s'est répandue comme une traînée de poudre, et, devant le poste de police de Hollenbeck, une foule s'est rassemblée, impatiente d'apercevoir l'homme qui a causé tant de peur et d'horreur. Ramirez a été escorté hors du commissariat par les inspecteurs Gil Carrillo et Frank Salerno, qui l'avaient poursuivi sans relâche. La foule, agitant des journaux et pointant du doigt, confirme que l'homme qu'elle détient est bien le traqueur nocturne. L'aveu de culpabilité de Ramirez a encore renforcé son identité de traqueur nocturne. Alors qu'il était appréhendé, il a proclamé à la police « C'est moi ». Il ne faisait aucun doute que l'homme responsable des crimes odieux qui avait terrorisé le sud de la Californie avait enfin été capturé. La capture de Richard Ramirez, le traqueur nocturne, a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la quête de justice pour les victimes et leurs familles. Le procès qui a suivi a témoigné de la résilience des survivants et de la détermination du système judiciaire à faire en sorte que Ramirez réponde de ces crimes odieux. En juillet 1988, Richard Ramirez a comparu pour la première fois devant un tribunal sous l'inculpation de 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages. En entrant dans la salle d'audience, Ramirez a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, mais ses actions et son comportement allaient bientôt révéler la véritable nature de l'homme qui se cache derrière ces crimes. Avant de quitter la salle d'audience, Ramirez a levé la main, révélant le dessin d'un pentagramme sur sa paume. Avec une déclaration effrayante de « Hail Satan », il a quitté la salle, laissant derrière lui une image obsédante qui restera à jamais gravée dans la mémoire des personnes présentes. En septembre 1989, le jury a rendu son verdict. Richard Ramirez est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages. Le poids de ces crimes et la souffrance qu'il a infligée à tant de vies l'ont finalement rattrapé. La phase de condamnation du procès a été tout aussi importante. L'accusation a demandé le châtiment ultime pour Ramirez, en réclamant la peine de mort. La défense, quant à elle, a plaidé en faveur d'une condamnation à perpétuité, invoquant le passé trouble de Ramirez et la possibilité d'une réinsertion. La tension régnait dans la salle d'audience, alors que le sort du harceleur nocturne était en suspens. En fin de compte, le juge a prononcé une peine qui reflétait l'ampleur des crimes commis par Ramirez.
Richard Ramirez a été condamné à 19 peines de mort, garantissant ainsi qu'il paierait ses actes de sa propre vie. Les survivants et les familles des victimes ont trouvé du réconfort dans la certitude qu'il ne serait plus jamais libre. Ramirez n'éprouvait aucun remords pour ses actes et aurait dit à son compagnon de cellule « J'ai tué 20 personnes, mec. J'aime tout ce sang. » Gary Ridgway. Ensuite, nous voyons Ridgway, également connu sous le nom de Green River Killer, et sa réaction après avoir été condamné à la prison à vie pour ses crimes odieux. Gary Ridgway, également connu sous le nom de tueur de la rivière verte, a commencé à faire régner la terreur au début des années 1980. Ses victimes étaient principalement des jeunes femmes et des jeunes filles, dont beaucoup étaient des fugueuses ou des travailleuses du sexe. Ridgway ciblait ces personnes vulnérables parce qu'elles étaient faciles à attraper. Ridgway a adopté une approche méthodique et effrayante pour commettre ses crimes. Il roulait en camion le long de la Pacific Highway South, une zone fréquentée par les prostituées. En montrant aux victimes une photo de son fils, il se présentait de manière trompeuse, comme un père de famille attentionné, afin de gagner leur confiance et de les faire baisser leur garde. Après avoir établi un rapport avec ses victimes, Ridgway se livrait à des actes sexuels avec elles avant de les étrangler. Ce schéma macabre s'est étendu à des rituels troublants. Ridgway revenant parfois sur les lieux de sépulture pour assouvir ses désirs nécrophiles en se livrant à des rapports sexuels avec les corps sans vie. Pendant des années, les crimes de Ridgway n'ont pas été élucidés, laissant une communauté en proie à la peur et à l'incertitude. Les détectives ont travaillé sans relâche pour reconstituer le puzzle, mais leurs efforts semblaient vains. Bien que soupçonné de meurtre remontant à 1982, Ridgway a réussi à échapper à la justice pendant près de 20 ans. Cependant, l'avènement de l'analyse d'ADN s'est avéré être l'élément clé permettant de le relier au crime. En 2001, Ridgway a été appréhendé lorsque les preuves ADN récupérées sur les restes des victimes ont correspondu à son propre profil ADN. L'arrestation du tueur de la rivière verte a constitué un moment clé de l'enquête. Mais c'est l'accord de plaidoyer qui s'en est suivi qui a permis aux familles des victimes de tourner la page et d'obtenir des informations essentielles. Pour éviter la peine de mort, Ridgway a accepté de révéler où se trouvaient des femmes toujours portées disparues et de faire des aveux détaillés sur ces actes odieux. Avec les preuves en main, les forces de l'ordre ont agi rapidement pour appréhender Ridgway. Son arrestation a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, alors que la véritable ampleur de ses crimes commençait à être révélée. Après son arrestation, Ridgway a stupéfié les enquêteurs et le public en faisant des aveux qui font froid dans le dos. Il a admis avoir tué au moins 71 victimes, un nombre bien supérieur à ceux que les autorités avaient initialement soupçonnés. Les aveux de Ridgway ont provoqué une onde de choc au sein de la communauté à mesure que l'ampleur réelle de sa dépravation devenait évidente. Face à des preuves accablantes, Ridgway a pris une décision qui allait influer à jamais sur le déroulement de son procès. En 2003, il a accepté de plaider coupable pour tous les meurtres qu'il avait commis dans le comté de King afin d'éviter la peine de mort. Cet accord a permis à Ridgway d'éviter le châtiment ultime, mais il a également signifié qu'il passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Le plaidoyer de culpabilité de Ridgway portait sur un nombre impressionnant de 48 chefs d'accusation de meurtre aggravés au premier degré. Chaque chef d'accusation représentait une vie enlevée, une famille brisée et une communauté meurtrie. La gravité de ses crimes était indéniable, et le poids de sa culpabilité pesait désormais lourdement sur ses épaules. L'accord sur le plaidoyer a permis à certaines familles de victimes de tourner la page, sachant que Ridgway ne serait plus jamais en liberté. Cependant, pour d'autres, il a rouvert de vieilles blessures et les a laissées aux prises avec la douleur de leur perte une fois de plus. On ne saurait trop insister sur l'impact des crimes de Ridgway sur les familles des victimes. Le procès de Gary Ridgway s'est déroulé dans la plus grande sérénité, les familles des victimes étant confrontées à l'homme responsable de leur perte inimaginable. La salle d'audience était remplie d'un mélange d'émotions, allant du chagrin et de la colère à une quête désespérée de justice. Ridgway devait répondre de 48 chefs d'accusation pour meurtre aggravé au premier degré. Chaque chef d'accusation représente une vie enlevée, une famille brisée et une communauté marquée à jamais. Le poids des chefs d'inculpation rappelle brutalement l'ampleur des crimes commis par Ridgway. L'heure de vérité a sonné lorsque Ridgway a reçu sa sentence. Le juge a prononcé 48 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, garantissant ainsi que Ridgway ne serait plus jamais en liberté. C'était une petite mesure de justice pour les familles qui avaient tant souffert. Pendant que la sentence était prononcée, Ridgway est resté étrangement calme. Aucune émotion n'était visible sur son visage, aucun signe de remords ou de regret. C'était comme s'il avait accepté son destin, embrassant les ténèbres qui étaient en lui. L'absence d'émotion de Ridgway a choqué les personnes présentes dans la salle d'audience, qui se sont demandé comment quelqu'un pouvait commettre des actes aussi odieux sans éprouver le moindre remords.
Les conséquences des crimes de Ridgway ont laissé un impact durable sur les familles de ses victimes. Si certaines ont pu tourner la page grâce à sa condamnation, d'autres restent confrontées à des questions sans réponse et à la douleur de leur perte. Les cicatrices laissées par les actes de Ridgway resteront à jamais gravées dans leur cœur. Malgré les aveux et la coopération de Ridgway, il reste des affaires non résolues qui pourraient être liées à lui. Ridgway a affirmé avoir tué 65 à 70 jeunes femmes et jeunes filles, mais il n'a plaidé coupable que de 48 chefs d'accusation de meurtre aggravé. Il est donc possible qu'il y ait d'autres victimes dont l'histoire n'a pas encore été racontée. Les forces de l'ordre continuent d'enquêter sur ces affaires non résolues, à la recherche de réponses et d'un dénouement pour les familles qui réclament toujours justice. La recherche de la vérité et l'identification de ces victimes restent une priorité pour les enquêteurs qui travaillent sans relâche pour clore ces affaires non résolues. Les parents et les proches des personnes disparues et non identifiées continuent de chercher des réponses, dans l'espoir de trouver la paix. Leur détermination et leur résilience témoignent de l'impact durable des crimes de Ridgway et de la nécessité de trouver une solution. Le règne de terreur de Ridgway s'est étendu sur plus de 2 décennies, au cours desquelles il s'est attaqué à des jeunes femmes et des jeunes filles, principalement des fugueuses et des travailleuses du sexe. Jeffrey Dahmer. Ensuite, nous allons nous plonger dans l'esprit tordu de Jeffrey Dahmer, le célèbre tueur en série et cannibale qui a terrorisé la ville de Milwaukee. Jeffrey Dahmer est né le 21 mai 1960 à Milwaukee, dans le Wisconsin. Dès son plus jeune âge, sa vie est marquée par les tensions et les disputes entre ses parents, Lionel et Joyce Dahmer. La discorde constante au sein du foyer a créé un environnement tumultueux pour le jeune Jeffrey. Enfant, Dahmer manifestait une fascination troublante pour les animaux morts. Il passait des heures à explorer les bois près de chez lui, à ramasser des os et à disséquer des animaux morts sur la route. Cet intérêt macabre préfigurait les horreurs qui allaient se produire plus tard. La fascination de Dahmer pour la mort et la dissection n'a fait que s'intensifier au fur et à mesure qu'il grandissait. Il est devenu obsédé par l'idée de posséder et de contrôler des corps sans vie, une obsession qui l'a conduit sur la voie d'une violence inimaginable. À la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, Dahmer a commis son premier meurtre. Sa victime, Stephen X, était un autostoppeur que Dahmer avait attiré chez sa grand-mère sous prétexte de lui offrir un toit. Mais au lieu de l'hospitalité, X s'est retrouvé dans un cauchemar. Dahmer a drogué X et l'a ensuite étranglé à mort. Cet acte de violence a marqué le début de la descente de Dahmer dans les ténèbres. Il a démembré le corps de X et s'est débarrassé des restes, effaçant toute trace de son crime odieux. Après avoir goûté au meurtre, l'appétit de violence de Dahmer est devenu insatiable. Il a continué à chercher des victimes, les attirant chez sa grand-mère en leur promettant de la compagnie ou de l'argent. Une fois sur place, il les droguait et mettait à exécution ses désirs sadiques. Les crimes de Dahmer sont devenus de plus en plus brutaux et fréquents. Il a développé une routine effrayante, planifiant méticuleusement chaque meurtre et l'élimination des corps. Sa collection d'os et de parties du corps s'agrandit, servant de trophées macabres à ses conquêtes. L'ampleur de la dépravation de Dahmer est vraiment choquante. Ces crimes n'étaient pas seulement des meurtres, mais aussi des actes de nécrophilie et de cannibalisme. Il consommait des parties du corps de ses victimes, poussé par une compulsion à être avec quelqu'un à n'importe quel prix. Les horreurs qui se sont déroulées entre les murs de la maison de la grand-mère de Dahmer étaient inimaginables. Les restes de ses victimes étaient cachés à divers endroits, certains conservés dans de l'acide ou stockés dans son réfrigérateur. Les profondeurs de ces ténèbres semblaient illimitées. Son règne de terreur s'est étendu de la fin des années 1970 au début des années 1990, laissant dans son sillage une traînée de mort et de destruction. Parmi les victimes de Dahmer figurent Anthony Lee Sears, Raymond Lamont Smith, Edward Warren Smith, Ernest Marquez Miller, David Courtney Thomas, Curtis Durrell Straughter, Errol Lindsay, Tony Anthony Hughes, Conorak Sintasomphone, Matt Cleveland Turner, Jeremiah Benjamin Weinberger, Oliver Joseph Lassie et Joseph Arthur Bradehoft. Chaque jeune homme a été attiré dans le réseau de tromperie de Dahmer. Chaque vie a été anéantie de la manière la plus horrible qui soit. Le mode opératoire de Dahmer est resté le même. Il attirait ses victimes dans son appartement, leur promettant souvent de l'argent ou la possibilité de faire une séance de photos. Une fois à l'intérieur, il les droguait, les rendant impuissantes et dociles à ses désirs sadiques. Les détails des crimes de Dahmer sont trop troublants pour être racontés dans leur intégralité, mais il est important de comprendre la profondeur de sa dépravation. Il s'est livré à des actes de nécrophilie, violant les corps sans vie de ses victimes. Il s'est également livré à des actes de cannibalisme, consommant des parties de leur chair dans une tentative tordue de les posséder à jamais. Malgré les horreurs qui se sont déroulées entre les murs de l'appartement de Dahmer, ces crimes sont restés inaperçus pendant des années. Sa capacité à manipuler et à contrôler ses victimes, associée à l'absence de soupçons de la part de son entourage,
lui a permis de poursuivre son règne de terreur sans être contrôlé. Cependant, le destin a fini par intervenir. En 1991, l'une des victimes prévues par Dahmer, Tracy Edwards, a réussi à s'échapper de ses griffes. Désorienté et désespéré, Edwards a fait signe à 2 policiers, racontant les horreurs qu'il avait endurées aux mains de Dahmer. Sur la base des informations fournies par Edwards, la police s'est rendue à l'appartement de Dahmer. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur dépassait l'entendement. Des têtes coupées, des parties de corps conservées et des photographies illustrant le processus de démembrement donnaient une image effrayante des profondeurs de la noirceur de Dahmer. Dahmer a été arrêté et a avoué ses crimes. Les détails choquants qui sont apparus au cours de son interrogatoire ont provoqué une onde de choc dans tout le pays. Plus tard, le 25 juillet, Dahmer a été inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Puis, le 22 août, 11 autres chefs d'accusation de meurtre au premier degré ont été ajoutés. Le public a été confronté à la prise de conscience qu'un tel mal pouvait exister en son sein. Le procès de Dahmer a été un véritable spectacle médiatique, le monde entier assistant à la mise à nu de l'étendue de ses crimes. La déclaration de la sœur aînée d'Errol Lindsey est l'une des meilleures représentations de la peine et de la douleur que ce tueur en série a infligées au monde. On pouvait sentir sa douleur. Les experts ont débattu de la question de savoir si les actes de Dahmer étaient le résultat de troubles mentaux ou s'il était pleinement conscient et maître de ses actes. En fin de compte, il a été déclaré légalement saint d'esprit et tenu pour responsable de ses actes odieux. Dahmer a été condamné pour 15 des 16 homicides qu'il a commis dans le Wisconsin. La gravité et la brutalité de ses crimes se reflètent dans sa peine. 15 peines d'emprisonnement à vie consécutive. La décision du juge a fait en sorte que Dahmer ne soit plus jamais libre et qu'il soit à jamais séparé de la société. Enfermé dans les murs de l'établissement pénitentiaire de Columbia, il est confronté à une nouvelle réalité, dépourvu du pouvoir et du contrôle qu'il exerçait auparavant. La vie derrière les barreaux contrastait fortement avec le monde tordu que Dahmer s'était créé. Privé de sa liberté, il était désormais soumis aux règles et règlements du système pénitentiaire. Mais dans ce nouvel environnement, une transformation inattendue s'est opérée, a commencé à se mettre en place. Dans les limites de sa cellule, Dahmer a commencé à réfléchir aux profondeurs de sa noirceur et à la douleur qu'il avait infligée aux autres. C'est à cette époque qu'il a trouvé du réconfort dans la religion, devenant finalement un nouveau chrétien. La foi retrouvée de Dahmer lui a donné un sentiment d'espoir et de rédemption. Il a demandé le pardon pour ses péchés et s'est consacré à une vie de repentir. Il s'agit d'une transformation remarquable qui a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur la sincérité de sa conversion. Alors que certains considèrent l'éveil religieux de Dahmer comme une véritable tentative de rédemption, d'autres y voient un stratagème manipulateur visant à gagner la sympathie ou à s'assurer une position plus favorable au sein du système pénitentiaire. Le débat autour de sa transformation a fait rage. Malgré le scepticisme, Dahmer est resté fidèle à sa foi. Il s'est plongé dans les textes religieux à la recherche de conseils et de compréhension. Il assistait aux offices de la chapelle et priait, trouvant du réconfort dans la conviction qu'il pouvait être pardonné pour ses péchés passés. Dans ses lettres et ses conversations avec sa famille et ses amis, Dahmer a exprimé des remords pour la douleur qu'il avait causée et les vies qu'il avait prises. Il a reconnu les dommages irréparables qu'il avait infligés aux familles de ses victimes et à la communauté dans son ensemble. Cependant, pour beaucoup, les blessures étaient trop profondes pour être guéries. Les familles des victimes de Dahmer ont eu du mal à tourner la page, luttant contre l'idée que leurs proches avaient été victimes d'un mal aussi inimaginable. La vie de Dahmer en prison n'a pas été sans difficulté. Il a dû faire face à des menaces et à des violences de la part de codétenus qui cherchaient à se venger de ses crimes odieux. En 1994, sa vie a été tragiquement interrompue lorsqu'il a été battu à mort par un codétenu. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.